Que ce soit pour démarrer une nouvelle aventure professionnelle ou alors profiter d'une météo plus ensoleillée, l'expatriation attire. Au 1er janvier 2022, c'est 2,5 millions de Français qui résidaient à l'étranger selon le ministère des Affaires étrangères. Mal préparé, ce départ de France peut se transformer en cauchemar administratif et fiscal. Et heureusement, pour nous sauver de ces faux pas, nous avons le plaisir de recevoir Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale de la Banque Transatlantique et spécialisé des questions internationales. Bertrand Cosson, bonjour. Bonjour Lucien, merci de me recevoir. Quand on est entrepreneur et qu'on souhaite poser ses valises au-delà de nos frontières, quels sont, peut-être que c'est une question un petit peu large pour commencer, mais on rentrera après dans les détails, les points de vigilance fiscaux, les sortes d'alertes rouges qu'il faut avoir immédiatement, presque avant même de savoir dans quelle destination on va aller? Très bonne question, et c'est vrai que quand on est spécialement entrepreneur, la question qui vient quand même tout de suite, c'est est-ce qu'on va entrer dans le champ d'application de l'exit tax? Puisque c'est vrai que ça, c'est une taxe qui est quand même spécifique, on va dire, aux entrepreneurs, en tout cas à ceux qui ont des participations dans des sociétés. Donc là, une question en effet qui va tout de suite venir, ça va être celle-ci. Et puis bien évidemment. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est l'exit tax, dans quel cas on rentre dans ce cadre? Tout à fait. L'exit tax en fait a été créé ou recréé en 2011 et a subi un certain nombre de modifications. Donc là, je vais plutôt parler du dernier régime qui s'applique depuis le 1er janvier pour les départs à compter du 1er janvier 2019. Donc l'exit tax, globalement, c'est un système qui fait que lorsqu'on quitte la France, on va devoir déclarer ses plus-values latentes financières sur les actifs financiers, que les actifs financiers soient français ou mondiaux, mais on va devoir déclarer. Alors il y a un certain nombre de seuils qui s'appliquent, il faut avoir plus de 800 000 euros de patrimoine financier ou détenir plus de 50% d'une société. Mais dès qu'on dépasse ces chiffres-là, il va falloir faire une déclaration des plus-values latentes avec un sursis de paiement qui peut être automatique ou sur demande auprès de l'administration fiscale en fonction du pays vers lequel on s'en va. Bon, je sens qu'avec le mot sursis de paiement, on a quand même un petit peu détendu l'atmosphère parce que quand on entend qu'il y a une obligation déjà déclarative sur des plus-values latentes, c'est toujours un petit peu inquiétant. Vous avez dit qu'il était automatique souvent, mais parfois qu'il fallait le déclencher. Comment on est sûr qu'on est bien dans ce cas de sursis et qu'on ne va pas se retrouver avec une ardoise fiscale sans avoir généré ces fameuses plus-values? Oui, parce que c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est d'être fiscalisé sur des plus-values latentes, des participations qu'on n'a même pas vendues et où on devrait payer l'impôt, c'est-à-dire aujourd'hui aux environs de 30% avec l'application de la flat tax. Donc le législateur a prévu en effet un sursis de paiement automatique quand on part vers des pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et un autre groupe de pays qui sont les pays avec convention fiscale avec la France mais avec une clause spécifique qui est une clause d'assistance au recouvrement. Donc là, c'est un petit peu technique. Donc c'est pas toutes les conventions fiscales. Il faut vérifier en fait si dans la convention fiscale, on a une clause d'assistance au recouvrement qui ressemble à la clause d'assistance au recouvrement qu'on a dans le cadre européen. Donc si la réponse est oui, on aura un sursis de paiement automatique. Et si la réponse est non, c'est là où il y a plus de formalités parce qu'il va falloir demander ce sursis de paiement et en général l'administration peut dire oui mais à condition de constituer des garanties justement de ces 30% d'impôts latents. Donc on vérifie bien avant d'envisager de partir. Est-ce qu'on est dans un pays avec sursis automatique ou pas? Et éventuellement cette demande peut se faire à titre de projet quasiment pour savoir si on va être accepté ou pas à l'avance, parce que j'imagine que ça peut quand même être un point de décision majeur. Oui, tout à fait. Il vaut bien mieux préparer de toute façon ce départ quand on part dans un pays justement sans sursis de paiement automatique, et notamment parce que le législateur prévoit que les formalités dans ce cadre-là d'exit tax doivent être faites plus de 90 jours avant le départ de France. Donc ça veut dire que là, il est indispensable d'anticiper son départ, de faire son calcul de plus-value latente, évidemment de vérifier est-ce qu'on rentre ou pas dans le champ de l'exit tax. Si la réponse est oui, de regarder toutes les plus-values latentes qu'on a dans son portefeuille financier. Et puis en fonction, en effet, ensuite de demander ce sursis de paiement auprès de l'administration. Si vous aimez le podcast et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office.fr et de renseigner votre adresse mail. Mais effectivement, dans le cas des dirigeants qui nous écoutent, le contrôle à plus de 50% d'une structure est souvent, on est souvent dans ce cas, donc c'est particulièrement important pour eux de l'avoir à l'esprit, même s'ils n'ont pas forcément ces 800 000 euros de participation financière. Est-ce qu'il y a d'autres alertes rouges ? Là, on a vu que c'était une alerte rouge particulièrement brûlante. Est-ce qu'il y en a d'autres quand on songe au départ ? Oui, bien sûr. L'autre point qui me semble très important sous l'angle fiscal, toujours, c'est est-ce qu'on va devenir véritablement non-résident fiscal de France ? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui, des fois, nous posent des questions sur ces sujets-là. Mais quand on explique un petit peu plus, la résidence fiscale en France, c'est une version vraiment très extensive de la résidence fiscale. Souvent, nos clients, à titre anecdotique, nous disent je vais passer plus de 183 jours hors de France et donc c'est bon, je suis devenu non-résident de France. Et nous, tous les experts en fiscalité savent que ce critère des 183 jours, il est vraiment anecdotique et qu'il y a bien d'autres critères qui sont plus importants que ce critère des 183 jours. Donc on peut passer plus de 183 jours hors de France et toujours être résident fiscal de France. Donc c'est ça où il va falloir travailler à la fois la résidence fiscale française, regarder les critères français, regarder bien évidemment les critères, comment on devient résident du pays d'accueil, quelles sont les règles de ce pays d'accueil. Il y a des pays plus ou moins faciles pour obtenir une résidence fiscale. Et puis, comme la France a signé beaucoup de conventions fiscales avec les pays d'accueil, il faut regarder en effet les critères de la convention fiscale, puisqu'avec une convention fiscale, on ne peut pas être résident des deux États, on sera résident d'un seul des États, et en général, si on veut s'expatrier, c'est plutôt pour être résident de l'autre État, mais encore faut-il ne pas être attrapé justement par les critères ou français ou de la convention fiscale. Bon, c'est intéressant, on va pouvoir creuser ces sujets. C'est peut-être une question un petit peu naïve, mais encore que je pense que c'est légitime de se la poser. C'est est-ce que simplement il y a un coût fiscal à changer de pays ? Le coût fiscal, il n'y a pas en tout cas un coût fiscal immédiat. On a parlé tout à l'heure de l'exit tax, mais en règle générale, on va avoir un sursis de paiement, donc il n'y aura pas un coût fiscal. Et globalement, il n'y a plus ce qu'on a pu voir, mais il y a fort longtemps, de quitus fiscal. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de solder tous ces impôts quand on quitte la France. On va continuer à payer ces impôts, je dirais, normalement, comme on les payait auparavant. Bien évidemment, après, il y aura sans doute des conséquences fiscales de la non-résidence de France, si on arrive à être non-résident, mais il n'y a pas forcément un coût fiscal, on va dire, immédiat au départ de France. On sent qu'il y a une problématique sous-jacente de cette double résidence. Est-ce qu'on est plutôt d'un côté, plutôt de l'autre ? Comment est-ce qu'on règle ces questions en pratique, puisque effectivement, quand on part de France, on peut conserver un certain attachement, donc avoir un patrimoine immobilier en France, avoir peut-être sa banque historique avec des comptes en France, avoir peut-être sa famille et donc passer 2-3 mois d'été aussi en France, ou des mois d'hiver pour ceux qui aiment le ski. Comment ça se passe ? Et puis dans le cas où on est un petit peu entre les deux, comment est-ce que ça se décide ? Est-ce qu'on paye des impôts doublement ? Est-ce qu'on a le droit à une double ration ou pas ? Ouais. C'est vrai que c'est un point vraiment, vraiment très, très important à trancher, et c'est vrai que sans rentrer dans toute la technique, mais on va d'abord en général regarder quand même les critères français. Les critères français de manière très synthétique, c'est est-ce qu'on a un foyer en France ? Est-ce qu'on a une activité professionnelle principale en France ? Est-ce qu'on a son centre des intérêts économiques en France ? C'est vrai que si on respecte aucun de ces 3 critères, a priori, on ne sera plus résident français. Mais on voit tout de suite que par rapport à votre question, le critère de foyer peut aussi poser quand même question, parce qu'on a quand même souvent, de plus en plus même je dirais, parce que le conjoint a parfois lui aussi une activité professionnelle, où les enfants peuvent aussi avoir des contraintes scolaires qui font que parfois le chef d'entreprise, lui va quitter la France dans un premier temps, mais sa famille va rester en France. Donc là on voit bien que le critère du foyer
il va être compliqué à délocaliser, même si la personne part réellement s'installer et travailler à l'étranger, mais son foyer, il va quand même être plutôt résident français si son époux ou épouse reste résidente de France, ainsi que éventuellement les enfants. Ou en tout cas, il va y avoir peut-être une zone grise, le temps éventuellement que la famille déménage pour aller rejoindre le chef d'entreprise. Donc ça, c'est pour les critères français. Après, il y a les critères du pays d'accueil, mais en général, on est assez bien accueilli fiscalement dans les pays d'accueil, donc on est assez facilement résident fiscal d'un pays. Encore faut-il vérifier à quelle date prend la résidence fiscale. Parce qu'il y a certains pays qui, comme en France, on peut couper les années fiscales du 1er janvier jusqu'à la date du départ, on est résident, et puis après la date du départ, on est non-résident. Il y a des pays qui raisonnent en année entière. Donc en gros, sur une année entière, on est soit résident, soit non-résident. Mais on ne peut pas avoir des mix. Donc il y a quand même des questions comme ça qui se posent. Et en effet, si on se retrouve résident fiscal français, selon les critères français, résident fiscal du pays d'accueil, selon les règles du pays d'accueil, là, c'est la convention fiscale qui va trancher ce conflit de résidence. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être résident des deux États. Donc c'est la résidence, c'est la convention fiscale qui va trancher avec des critères successifs. Le premier, en général, c'est le foyer d'habitation permanent. Le deuxième, si le premier ne tranche pas, le deuxième, c'est le centre des intérêts vitaux. Le troisième, c'est souvent le séjour habituel. Et le quatrième, c'est la nationalité. Mais c'est des critères successifs, donc la nationalité vraiment ne joue, on va dire, qu'en dernier ressort. Et pour répondre de manière plus pragmatique à votre question, qui décide de la résidence fiscale ? Dans un premier temps, c'est le contribuable. C'est le contribuable qui va dire, compte tenu de l'analyse que j'ai faite avec ou pas mes conseils, je considère qu'à telle date, je ne suis plus résident fiscal français. Par exemple, ça peut être un début de contrat de travail, par exemple, à l'étranger. Et donc, je fais une déclaration à l'administration fiscale en ce sens. Bien évidemment, l'administration fiscale, elle a son droit de contrôle et de dire, non, monsieur, je considère que vous êtes encore resté résident fiscal jusqu'à la fin de l'année ou que vous êtes encore toujours résident fiscal français. Et donc, on a quand même, on va dire, au moins tous les mois, des contentieux, des jurisprudences sur la résidence fiscale, à la fois en droit interne et dans le cadre des conventions fiscales. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'activité professionnelle en France. Et on imagine immédiatement pour le dirigeant le cas du groupe de sociétés dans lequel potentiellement la société mère est en France, le dirigeant va peut-être ouvrir un bureau ailleurs, va peut-être développer les activités à l'étranger et potentiellement rester salarié ou assimilé salarié, c'est des dirigeants de la société française. Dans ce cas, est-ce que c'est un critère qui va nous faire rentrer dans les conditions encore un petit peu plus pour être résident français, puisqu'on a compris que c'était une sorte de curseur qu'on essayait tant bien que mal d'estimer ? Oui, tout à fait. C'est vrai que là, le fait de garder une activité professionnelle en France, vous voyez, si elle est principale en France, c'est-à-dire que c'est le plus de temps ou éventuellement le plus de revenus de source française, déjà on va satisfaire ce critère français. Et en plus, si on regarde le critère de la convention, le foyer d'habitation permanent, là aussi, si on garde un pied-à-terre en France pour justement exercer son activité professionnelle principale, on garde un foyer d'habitation permanent. Et le deuxième critère sur le centre des intérêts vitaux, c'est aussi le centre des intérêts économiques. C'est clair que le fait d'avoir une rémunération éventuellement en France liée à cette activité rend pas impossible peut-être le changement de résidence, mais en tout cas va le complexifier ou le rendre beaucoup plus délicat. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait d'autres critères qui soient vraiment très forts pour l'emporter par rapport à ces critères liés à l'activité professionnelle éventuellement principale en France. Pardonnez mon esprit tordu, mais je me dis qu'il y a des situations dans lesquelles on doit se retrouver quasiment dans une impossibilité de déterminer réellement quelle est la résidence fiscale. Je pense aux dirigeants, encore une fois, qui développent l'activité à l'international, mais qui est 2 jours et demi de sa semaine en France, au bureau parisien, et puis les 2 jours et demi à Madrid pour développer un petit peu, puis le week-end il le passe où il a envie. Dans ce cas, comment fait-on en pratique, puisqu'on peut imaginer que le dirigeant lui-même et peut-être même ses conseils ont du mal à savoir. Disons que là, c'est vrai que si on part de quelqu'un qui était à la base résident fiscal français,
si on sent que la situation elle est vraiment limite ou qu'on a du mal à déterminer la résidence fiscale, c'est clair que le plus prudent dans ce cadre-là, ce serait quand même de garder une résidence fiscale en France, ce qui n'empêchera pas éventuellement que l'activité exercée à l'étranger soit taxée à l'étranger. Donc on peut avoir comme ça ce système-là. Je dirais que voilà, si c'est pas clair, la règle de prudence, selon moi, ce serait plutôt de considérer que ce client-là est plutôt résident français, ou alors sinon, il en accepte l'éventuel contrôle et les éventuels risques. Et puis là aussi, il faut calculer véritablement les enjeux de la non-résidence fiscale en France. Est-ce que finalement c'est beaucoup plus intéressant ou pas? Et si c'est beaucoup plus intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire pour évidemment légalement, en respectant les critères, asseoir sa résidence fiscale à l'étranger? Oui, merci pour ces précisions, parce que c'est vrai qu'il est quand même particulièrement désagréable d'avoir en tête qu'on a potentiellement une épée de Damoclès fiscale au-dessus de la tête. C'est pas, on préfère souvent être, on va dire, dormir serein pour que ça se passe au mieux possible. Donc on a déjà parlé un peu d'exit tax, on a compris que la résidence fiscale c'était pas si évident que ça suivant la situation. À supposer qu'on ait réussi, j'ai envie de dire, puisque là on a dit qu'il était quand même relativement difficile de valider sa résidence fiscale. Enfin, en tout cas, il y avait des critères vraiment à observer et que c'était pas uniquement une question de nombre de jours ou autre. Je pense à un premier sujet qui est la protection sociale. Alors, c'est pas le thème de l'épisode, on va pas expliquer les différentes règles exactes, mais quid de la protection du dirigeant qui se retrouve résident fiscal étranger? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre particulières? Est-ce qu'il peut rester éventuellement affilié en France s'il ne part pas très longtemps? Et puis en dernier lieu, le sujet des retraites était sur la table il n'y a pas si longtemps. On imagine que dans ces carrières internationales, ça peut être un petit peu un sujet délicat. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à prendre en compte, mais déjà pour expliquer les grandes règles, dès lors qu'on a un contrat de travail, ça dépend aussi si on a un contrat de travail ou pas, mais en effet il y a le détachement ou l'expatriation. Le détachement, pour le coup, ça permet en effet de maintenir complètement ses droits à sécurité sociale. Donc on est détaché pour aller travailler à l'étranger. En général, ça va plus concerner, on va dire, des cadres dirigeants que des dirigeants de PME. L'expatriation, quand on parle d'expatriation sous l'angle social, ça veut plus dire qu'on va être soumis en fait à un régime de sécurité sociale localement. On va travailler localement dans un pays, et donc la logique, c'est que si on travaille dans un pays, on va être soumis à la sécurité sociale de ce pays. Et dans le cadre européen, il y a aussi une grande règle à prendre en compte, c'est la règle dite de l'unicité. Ça veut dire qu'on ne peut être soumis qu'à un seul régime de protection sociale dans le cadre européen. Donc ça veut dire que si je pars travailler en Belgique, donc dans l'Union européenne, je ne pourrais pas être soumis à la sécurité sociale belge et à la sécurité sociale française. Il va falloir faire un choix en fonction des conditions. Et en effet, si jamais je suis soumis à la sécurité sociale belge, j'ai toujours une éventuelle possibilité, en effet, de continuer à verser, notamment à la caisse des Français de l'étranger, si je veux continuer, pour X raisons, d'avoir une couverture sociale particulière, ou d'avoir éventuellement mes droits à la retraite qui soient aussi maintenus, parce que c'est vrai que si je cotise que en Belgique, potentiellement j'aurais pas les mêmes droits que si je continuais à cotiser en France, même si après vous avez là aussi il y a certains droits qui peuvent être quand même remplis dans le cadre de l'Union européenne. D'accord, donc ça permet quand même de potentiellement valider des trimestres, par exemple, même si on est à l'étranger. Exactement, c'est ça qu'il faut en effet regarder en fonction de son statut social, en effet notamment si on a un régime salarié aussi ou un régime indépendant, puisqu'il y a certains dirigeants d'entreprises qui sont, on va dire, salariés socialement parlant, puis d'autres qui sont à la caisse des indépendants, donc là aussi on n'a pas la même équivalence de régime social. Donc on va voir évidemment son conseil qui est au courant de ces questions. Et de toute façon, quand on parle d'international, quel que soit l'épisode, c'est généralement, et puis même les autres sujets finalement, c'est généralement le conseil final, c'est ça, c'est d'aller... les situations sont tellement particulières et tellement intriquées les unes dans les autres que souvent la seule vraie réponse, c'est aller frapper à la porte de votre notaire, de votre avocat ou de votre banquier qui a ça en tête et qui va pouvoir vous accompagner
accompagner sur ces sujets. Ouais, surtout sur le sujet des retraites, où il y a vraiment, c'est un sujet quand même très spécialisé, où c'est vrai que c'est mieux dès lors qu'on a des carrières à l'international, d'avoir justement des acteurs spécialisés sur les retraites et l'international. On a fait un petit teaser dans le dernier épisode sur le régime matrimonial. On a des cas de jurisprudence dans lesquels le régime matrimonial change automatiquement au bout d'un certain nombre d'années de résidence dans un autre État. On imagine le chef d'entreprise particulièrement désagréablement surpris qui a planifié d'être marié en France, donc avec les règles françaises, avec les règles aussi de partage des biens français, que ce soit en succession ou en divorce. On imagine la surprise désagréable de se rendre compte qu'en fait on n'est pas du tout dans la situation qu'on avait prévue. Comment ces règles s'articulent-elles ? Là, c'est un sujet assez compliqué, et notamment il est compliqué parce qu'en effet, en fonction de la date du mariage, les règles ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez des règles si on s'est marié avant 92, entre 92 et 2019, ou si on s'est marié depuis 2019. Là, les règles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que si on a fait un contrat de mariage, les choses sont quand même globalement plus simples. Pourquoi ? Parce que le contrat de mariage, il a fixé véritablement le régime matrimonial avec ses règles, et d'autre part, on a clairement désigné qu'on voulait que la loi française soit applicable. Donc ça, c'est quand même déjà quelque chose qui va être reconnu dans tous les pays. Mais je vais quand même prendre un contre-exemple, parce que nous, on travaille beaucoup avec les pays anglo-saxons. Je parlais des États-Unis au premier chef, ou le Royaume-Uni. C'est des pays qui... aux États-Unis, ça dépend des États. En Angleterre, c'est un peu plus uniforme, mais qui ne reconnaissent pas en tant que tel le régime matrimonial. En tout cas, dans la common law, il n'y a pas de régime matrimonial. Ce qui fait que même quand on a un contrat de mariage, on se dit j'ai fait une séparation de biens, donc les choses sont assez claires en régime de séparation de biens. Oui, mais si on a à un moment ou à un autre, par exemple un divorce, ou éventuellement, pourquoi pas, un décès qui va être soumis à la loi anglo-saxonne, le juge peut s'extraire du contrat de mariage pour juger ce qu'on appelle en équité. Donc vous voyez que même dans certains pays, quand on a fait un contrat de mariage, c'est déjà bien, il faut l'avoir fait, mais c'est pas toujours suffisant, parce que ce contrat de mariage, il sera pas forcément reconnu dans certains pays, et pas des moindres. Donc là, c'est vraiment un point de vigilance particulier en fonction d'où on part et combien de temps, bien évidemment, on va rester aussi dans ce pays. Chaque entrepreneur mérite les meilleurs conseils. À qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode ? Partagez-le lui en message privé. Vous savez ce qu'un conseil peut changer, en particulier dans le domaine patrimonial. Donc là, quand vous parliez de juger en équité, ça veut dire que le contrat de mariage, finalement, n'est pas pris en compte, et que c'est uniquement la situation des époux qui, au moment de la dissolution, décide de la répartition des biens. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que même en séparation de biens, où on peut avoir un patrimoine beaucoup plus important que l'autre, le juge anglo-saxon peut rétablir finalement une certaine égalité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, notamment si le mariage a duré longtemps, s'il y a plusieurs enfants communs. Voilà, il va en effet rétablir une certaine égalité. Donc finalement, on va se rapprocher d'un régime communautaire à la française, alors qu'on est en régime séparation de biens. Donc c'est vrai que ça peut quand même être des surprises pour le chef d'entreprise. Et j'insiste particulièrement parce que c'est d'autant plus une surprise que on peut se dire je pars 3 ans, ça va, et puis en fait au bout de 3 ans on reste, et du coup au fil de l'eau on accumule des arguments pour le juge américain qui va finir peut-être par juger sur de la dissolution du régime, et que c'est un petit peu au fil de l'eau, un petit peu comme une grenouille dans l'eau chauffe de plus en plus, et puis on se rend pas compte qu'en fait le sujet est déjà bouillant. Donc même si on est déjà parti à l'étranger, j'imagine que c'est important de se poser ces questions potentiellement régulièrement pour vérifier qu'on est toujours dans la situation en tout cas qu'on avait prévu. C'est ça. Exactement. Et c'est vrai que si on n'a pas fait de contrat de mariage, évidemment la situation peut être plus complexe, même si dans le dernier règlement il n'y a plus cette mutabilité automatique dont vous avez parlé. Donc cette mutabilité automatique, elle concerne surtout les époux mariés entre 92 et 2019. Vous voyez, ça fait potentiellement quand même beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent s'expatrier. Et en effet, si l'expatriation dure plus de 10 ans sans contrat de mariage, on peut être soumis
au régime matrimonial local, et puis à son régime matrimonial français. Donc c'est vrai que là aussi il peut y avoir des surprises, ou en tout cas le jour où il va falloir dissoudre le régime matrimonial, des complexités assez importantes. Donc c'est vrai que les points d'attention, c'est si possible quand même plutôt faire quand même un contrat de mariage. Si on sait qu'on va partir dans des pays anglo-saxons, éventuellement de voir si on peut aussi faire quelque chose qui s'adapte aussi aux règles de ces pays anglo-saxons, notamment ce qu'on appelle des prénuptes, c'est-à-dire des contrats de mariage qui justement prévoient déjà la dissolution dans un cadre anglo-saxon. Donc ça, quand c'est, on va dire, possible de le préparer, évidemment, c'est mieux, ça donne une meilleure sécurité juridique. Maintenant qu'on a parlé de régime matrimonial, très naturellement, on commence à avoir envie de parler de succession, puisque on a déjà touché quelques mots à l'instant, mais sur le plan de la planification successorale, y a-t-il aussi des points de vigilance quand on s'expatrie, au-delà des questions matrimoniales qu'on a déjà évoquées ? Oui, les questions matrimoniales vont souvent de pair, des fois, avec les réflexions en matière successorale ou d'anticipation de cette transmission, parce que c'est vrai que le fait de quitter la France peut modifier la loi successorale applicable. Et donc là, il y a des règles à la fois européennes aujourd'hui qui s'appliquent, que la France bien évidemment applique, et puis ça dépend si on part hors Union européenne ou pas. Et globalement, ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'Union européenne, c'est que c'est justement la loi du dernier domicile qui va fixer la loi successorale. Donc ça veut dire que potentiellement, on part, je reprends l'exemple de la Belgique, on part 10 ans en Belgique. On peut considérer que la loi de la résidence habituelle, c'est peut-être devenu la Belgique, et donc c'est plus la loi successorale française qui va s'appliquer, mais c'est la loi belge. Et peut-être avec un contrat de mariage soumis au droit français. Donc on aura, vous voyez, un droit français pour le régime matrimonial et du droit belge pour la liquidation successorale qui ne prévoit pas forcément les mêmes choses, les mêmes droits du conjoint, notamment, ou les mêmes droits des enfants que le droit français. Donc c'est là où il y a quand même un point d'attention extrêmement important, surtout qu'avec le dernier règlement européen, il est possible de désigner justement sa loi applicable. Donc si on a des Français qui sont partis en Belgique, on peut imaginer qu'ils préfèrent, ils la connaissent mieux, que ce soit pourquoi pas la loi successorale française qui s'applique, et donc ça, il va falloir faire un testament, enfin en tout cas indiquer cette volonté que ce soit plutôt la loi successorale française qui s'applique plutôt que la loi belge. Mais vous voyez, il faut faire quelque chose, sinon il risque d'être en effet rentré dans le champ d'application de la loi successorale belge. Donc là, il faut la connaître, la maîtriser, éventuellement comparer les deux lois pour voir est-ce que c'est plus intéressant ou pas. Et là, on parle véritablement que d'aspects civils. Les aspects fiscaux, c'est encore autre chose. Là, on parle uniquement des aspects juridiques de loi applicables. Et c'est vrai que c'est marrant parce que naturellement, dans un épisode qui est plutôt axé sur la fiscalité, on parle très rapidement des sujets civils qui sont absolument essentiels parce que c'est eux qui vont déterminer qui reçoit quoi, du coup, quelle est la part fiscale de chacun et la planification qu'on a en tête quand on prépare sa succession, elle est généralement avant tout civile parce qu'on veut savoir qui va recevoir quoi à mon décès. Et c'est vrai. Et quand on parle de la distinction entre civil et fiscal, c'est vraiment de ça dont on parle. Oui, tout à fait, parce qu'on peut très bien, si je reprends mon exemple dans le cadre franco-belge, des gens qui sont partis en Belgique, qui ont leur résidence habituelle en Belgique, donc potentiellement la loi successorale belge qui va s'appliquer à toutes leurs successions, y compris l'immobilier français. Par contre, l'immobilier français, comme il est situé en France, il va rester taxé en France. Donc vous voyez, donc là on peut avoir, avec ce petit exemple, une loi civile belge qui s'applique sur l'immobilier français. Par contre, la loi fiscale, c'est bien la loi française qui va s'appliquer, c'est bien la France qui va taxer au droit de succession ou éventuellement au droit de donation ce bien immobilier situé en France. Vous parlez de droit de donation et justement dans la planification successorale, il y a aussi les donations. Quand on est à l'étranger, quelles sont les règles par rapport à ces donations ? Alors là, où il y a, en fait, faut, je pense, selon moi, distinguer deux choses. La première chose, c'est si on a déjà fait des donations justement en France, avant de quitter la France, c'est que souvent en France, on a fait des donations partage. Puisque c'est assez encouragé du fait notamment de la stabilité de la donation partage. Le souci avec la donation partage, c'est que la plupart des autres pays ne la reconnaissent pas.
Donc si on a une loi successorale d'un autre pays qui ne reconnaît pas la donation-partage, on n'aura pas la sécurité qu'on pensait avoir lorsqu'on a réalisé cette donation-partage. Donc ça, en résumé, c'est de faire attention aux actes qui ont déjà été passés pour vérifier s'ils vont être pertinents dans l'autre État, et si c'est pas pertinent, éventuellement de désigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi successorale française, auquel cas la donation-partage sera toujours pertinente. Et puis il y a la deuxième chose, c'est évidemment, si on n'a rien fait ou qu'on a envie de faire des nouvelles donations, de vérifier en effet, à la fois sous l'angle civil, est-ce que cette donation va être passée par un notaire étranger? Est-ce qu'on va prendre un notaire français? Ça dépend aussi peut-être de la localisation du bien, de ce qu'on donne. Est-ce que les enfants sont aussi restés résidents français, hein? Donc là, il y a à chaque fois un mélange de civil pour savoir comment on va faire cette donation. Est-ce qu'on va prendre un notaire français ou un notaire étranger? Et puis les aspects fiscaux, est-ce que cette donation va être taxée en France? Est-ce qu'elle va être taxée dans l'état de résidence? Est-ce que j'ai un risque là aussi de double imposition? Et donc là aussi, je peux regarder si j'ai une convention fiscale en matière de droit de donation, mais là pour le coup, on en a moins de 10 signés par la France. Donc là, le risque de double imposition est beaucoup plus important. Et bien souvent, c'est plutôt dans le cas si les enfants sont un petit peu éparpillés aussi autour du monde, on va être dans la situation où on donne la même chose à chacun, on donne 100 000 euros à chaque enfant, et puis dans un pays, 100 000 euros, ça donne lieu à 0 euros d'imposition, dans l'autre, ça donne lieu à 50 000 pour caricaturer, et puis dans le dernier, un petit peu moins. Est-ce que ce sont des facteurs qui peuvent être pris en compte pour l'égalité entre enfants, où au final on dirait en fait toi je t'ai pas donné 100 mais 150 comme ça a coûté 50 en plus et que j'ai pris en charge les droits. Comment ça se passe de ce point de vue là, parce que les parents soucieux d'égalité entre leurs enfants se posent souvent cette question. Ouais. Disons que là on va déjà regarder quelle est la volonté de la famille. Est-ce que c'est d'avoir justement une donation, on va dire, nette d'impôts équivalente à chaque enfant, ou est-ce que c'est au contraire, on donne la même chose en haut et puis entre guillemets en fonction des fiscalités des enfants, on peut avoir en effet une différence de traitement fiscal. Et puis en effet, après, compliqué ensuite d'organiser véritablement les choses pour améliorer la situation, hein, parce qu'on ne va pas forcément dire aux enfants de quitter leur pays pour avoir une donation. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un facteur de complexité, parce que si on a un donateur dans un pays, il faut prendre en compte la fiscalité de ce pays. Et si on a éventuellement un lieu de situation de bien dans un autre pays, il faut aussi se poser la question si ce pays va taxer le bien. Et ensuite, les différents pays de chaque donataire, de chaque enfant. Donc là, on peut avoir, vous voyez, si on a 3 enfants dans 3 pays différents, un lieu de situation de bien différent et un donateur dans un autre pays, potentiellement 5 fiscalités qui peuvent se télescoper. Et donc avoir les renseignements pour chaque fiscalité, pour déjà avoir un état des lieux et puis ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions à la fois sous l'angle juridique et sous l'angle fiscal. Merci pour ce tour là qu'on vient de faire en balayant un petit peu tous les sujets qui peuvent être intéressants en étant assez concis. Je trouve qu'on a couvert beaucoup de terrain. Est-ce que on avait parlé des alertes rouges au début de l'épisode? Est-ce que vous auriez soit un mot de la fin, soit peut-être un exemple caricatural dans le bon ou dans le mauvais sens d'une expatriation qui pourra tout au moins faire sourire les auditeurs, mais peut-être marquer leur esprit et puis pour retenir des bonnes pratiques? Alors l'exemple, je vais y réfléchir, mais sinon en tout cas là avec quand même ma casquette de directeur d'une banque privée, on n'a pas parlé des aspects financiers. Mais évidemment, les aspects financiers sont quand même aussi importants à prendre en compte, parce qu'évidemment, on a un patrimoine, en général, quand on a été résident français toute sa vie, c'est quand même un patrimoine souvent financier, essentiellement français, avec de l'assurance vie quand même souvent, des plans d'épargne en action, des livrets bancaires plus ou moins réglementés, avec des taux garantis, ce genre de choses. Et c'est vrai que le fait de devenir non-résident va changer non seulement la partie fiscale, mais aussi parfois la partie réglementaire. Quels sont les biens que je peux conserver ou pas, hein. Et des fois, c'est vrai que nous, nos clients, ils s'expatrient avec beaucoup d'assurance vie, et parfois, ils se retrouvent fiscalement et juridiquement dans des pays où l'assurance vie n'est pas connue, voire des fois désavantagée
fiscalement parlant. Donc là, c'est quand même des points vraiment d'attention, parce que si on ne prend pas garde à ça, on peut se retrouver dans des situations qui étaient très bonnes du point de vue français, mais qui vont être très mauvaises du point de vue local. Hein. L'exemple le plus courant qui me vient comme ça, pour vous donner un petit exemple, c'est en effet des gens qui partiraient aux États-Unis avec des contrats d'assurance vie de droit français et qui se disent c'est très bien, c'était un très bon placement, sauf que l'assurance vie française n'est pas reconnue en tant que telle aux États-Unis, et donc on va se créer potentiellement une fiscalité annuelle, voire si on ne fait rien, on va dire un genre de fiscalité qui peut nous rattraper le moment où on fera par exemple un rachat sur un contrat d'assurance vie. Donc voilà, donc là c'est vraiment des points d'attention, vraiment très importants, pour pas être en effet se retrouver finalement d'un paradis fiscal. L'assurance vie en France a finalement un enfer fiscal dans le cadre du nouveau pays. Merci pour cette précision. C'est vrai que l'assurance vie est tellement particulière chez nous qu'on oublie parfois qu'à l'extérieur elle n'est pas connue, voire désavantagée comme vous le soulignez. Merci pour cet épisode, merci pour nos auditeurs. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.